Le coup de tocsin. Et je suis très heureuse de recevoir Éric Denessé, spécialiste du renseignement d'intelligence économique et directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez décidé de revenir sur la politique américaine et notamment le discours de Trump et d'Elon Musk. Alors que se cache-t-il réellement derrière ces déclarations tonitruantes de Donald Trump sur le Canada, sur le Panama, sur le Groenland et celle d'Elon Musk ciblant plusieurs dirigeants européens et qui affiche à plusieurs politiques, qui affiche son soutien à plusieurs politiques européennes conservatrices. Est-ce que ce sont seulement des provocations? Est-ce que c'est une stratégie qu'on aurait du mal à comprendre, nous? Oui, alors c'est important, c'est de considérer que Trump de 2024 serait le même Trump que celui de 2016, donc il est provocateur, irréfléchi. En réalité, ce qu'il fait correspond à une véritable stratégie, c'est-à-dire qu'il est beaucoup mieux entouré et préparé qu'il y a 8 ans. Sa stratégie, c'est quoi? C'est relancer l'économie de l'industrie américaine, s'opposer à la montée en puissance de la Chine, se venger de tous ceux qui l'ont harcelé depuis 2016 et qui l'ont empêché d'être réélu en 2020, et puis, pour prolonger le débat qui vient d'être tenu, lutter contre l'idéologie woke et ses valeurs. Et donc, toutes les prises de position de Donald Trump et de son adjoint, si on peut dire Elon Musk en matière de communication, répondent à des buts bien précis qui vont dessiner une nouvelle politique américaine. Alors comment, à partir de là, interpréter le discours expansionniste de Donald Trump sur le Canada, le Panama, le Groenland et cette menace finalement à peine dissimulée d'un recours possible à la force? Je crois qu'il faut d'abord comprendre que sur le plan stratégique, l'équipe de Trump est absolument obnubilée par la Chine, qui représente à leurs yeux vraiment une menace majeure. C'est une véritable obsession et ça va expliquer beaucoup de leur prise de position autour du Panama et du Groenland. Concernant le Panama, d'abord, les Américains considèrent que, compte tenu de l'importance stratégique du canal pour eux, qui leur permet de passer de la côte est à de la côte ouest, Oui. la rétrocession n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, c'est pas totalement infondé, il faut le reconnaître, et ils veulent donc revenir au statu quo ante. Alors, à travers ça, ils grossissent effectivement les tarifs de transition par le canal, la présence chinoise, tout ça est bien sûr un peu calculé, mais il y a quand même une volonté de reprendre le contrôle de cette artère maritime qui est absolument vitale pour eux. Et d'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, Dusty Johnson, qui est un des élus du Parti républicain, a annoncé qu'il allait ouvrir la voie à Trump en déposant un projet de loi autorisant le président américain à acquérir le canal de Panama et à le placer sous le contrôle, bien sûr, des États-Unis. D'accord. Concernant le Groenland, alors d'abord, il faut rappeler que c'est un tout petit pays, 57 000 habitants, c'est la population de Narbonne à quelque chose près. Le Groenland, comme le Canada auquel on va venir, joue un rôle aussi stratégique pour la défense des États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler, ça a joué un rôle, et surtout depuis la guerre froide, puisque les Américains ils disposent de stocks de missiles, de bases aériennes, de bases spatiales. Et puis le Groenland, c'est aussi des ressources minières Et oui. considérables qui sont utilisés pour l'aéronautique américaine en termes de différents minerais, mais aussi pétrolières, puisqu'on estime qu'avec les récentes découvertes, près de 15% des ressources mondiales d'hydrocarbures, gaz et pétrole, se trouveraient sous la banquise du Groenland. Et ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est que les Chinois sont en train de construire sur place des infrastructures, principalement portuaires, qui pourraient un jour, aux yeux des Américains, bien évidemment, avoir une fonction militaire. Et ces implantations se font avec l'accord du gouvernement groenlandais. Copenhague ne dit rien parce qu'il ne veut pas interférer dans une région à laquelle il a accordé une autonomie. Voilà. Et donc, les Chinois, il faut le rappeler, construisent aussi des ports dans l'archipel du Spitzberg au large de la Norvège dans le cadre des nouvelles routes maritimes de la soie. Et tout ça inquiète énormément les Américains. Pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable. Leur sécurité, ils le considèrent, est en jeu, alors qu'en fait, c'est plus leur hégémonie. Et ils font tout pour contrer les manœuvres de Pékin. Trump se plaint du manque de surveillance aérienne sur l'île. Pourtant, le gouvernement de Copenhague a mis son veto à un certain nombre de projets japonais. Et puis, sous la pression américaine, on a vu la première ministre danoise Frederiksen qui avait déjà repoussé, il faut le rappeler, la volonté de Trump d'acquérir le Groenland au cours de son premier mandat, en disant que finalement l'île appartenait aux Groenlandais et que c'était aux Groenlandais de décider. Donc on voit là quelque chose, effectivement, elle botte en touche parce qu'elle ne peut pas faire face à la pression américaine qui est très forte. D'accord. Alors, et concernant le Canada? Alors le cas est légèrement différent. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'a essayé de faire Trump avec Trudeau et en mettant des fortes pressions
comment dire, sur les exportations canadiennes à destination des États-Unis, c'était de faire tomber Trudeau. Pourquoi? Parce que Trudeau était un très très proche allié des néoconservateurs démocrates américains. C'est un homme qui met en avant toute l'idéologie woke à laquelle Trump est totalement allergique. Et donc, il a absolument tout fait pour le faire tomber. Il faut rappeler que Trudeau était très très impopulaire dans son propre pays et il est parvenu finalement à obtenir sa démission. Alors, la pression ne cesse pas pour autant sur le Canada. Je pense aussi qu'il y a derrière ça une pratique de businessman, comme Trump est capable de le faire, Oui. en faisant très peur au début pour obtenir quelque chose qui sera peut-être moins important que ce qu'il annonce. Mais il faut aussi rappeler que le Canada, en matière stratégique, est quelque chose d'essentiel pour les États-Unis, surtout avec le réchauffement climatique qui permet d'utiliser la route du Nord. Et il y a eu pendant toute la guerre froide, là aussi, des bases de détection de missiles et des installations militaires au Canada de la part des Américains très importantes. Donc, il y a vraiment comment dire, un renouvellement de l'intérêt stratégique des Américains pour cet État qui est situé au nord de chez eux. Alors, et on a vu, ce qui est intéressant, là, on change un peu de zone géographique. Également, Donald Trump s'en prendre à Keir Starmer, le Premier ministre britannique, au sujet de sa politique énergétique en mer du Nord. Nous, on avait déjà parlé d'Elon Musk qui s'en prenait à Keir Starmer pour des questions, vous vous rappelez, de justice et notamment de cette gestion du gang des Pakistanais. Là, c'est une question géopolitique. Oui, on est dans le domaine de la sécurité énergétique. On va voir que c'est aussi lié comment dire, aux actions qu'ont menées les Anglais contre Trump. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que l'objectif numéro un de Trump, on le disait tout à l'heure, c'est de relancer l'économie et l'industrie américaine. Pour ça, il a besoin d'une énergie qui soit peu chère. C'est-à-dire qu'il veut faire baisser les prix du marché, les coûts d'exploitation et de transport. Et donc, il a besoin que la production mondiale reparte à la hausse pour pouvoir aller acheter de l'énergie moins chère à l'étranger, tout en préservant les ressources américaines, parce que même si c'est je dirais, quelqu'un qui veut relancer le gaz de schiste, il a aussi à l'esprit qu'il vaut mieux utiliser le pétrole des autres que le sien. Or, ce que l'on voit, c'est que pour contrecarrer cette stratégie et rendre finalement ses 4 ans de mandat impossibles, les démocrates américains ont décrété le 4 janvier dernier, c'est un décret du président Biden, l'arrêt et l'interdiction de toute exploration et toute exploitation des hydrocarbures dans l'offshore américain, de manière à ce que Trump se retrouve pieds et poings, qu'il soit obligé de changer cette loi dès qu'il arrivera au pouvoir. Et bien sûr, on s'attend immédiatement à des manifestations de groupes écologistes américains manipulés par les conservateurs. Il faut rappeler, par les néoconservateurs, pardon. Il faut aussi rappeler que les démocrates américains ont fait pression sur Zelensky pour qu'il ferme le gazoduc qui transite par l'Ukraine. Là aussi, ça fait flamber les prix du marché. Mmh. Et puis les Britanniques, en coordination avec la Maison-Blanche, ont eux aussi décidé d'arrêter toute l'exploration et toute l'exploitation en mer du Nord, là aussi pour continuer à faire monter les prix du pétrole. Donc on voit bien que l'administration Biden fait tout ce qu'elle peut pour savonner la planche de Donald Trump avant son arrivée, l'empêcher finalement de mettre en place une politique économique qui pourrait être extrêmement profitable pour les Américains. Voilà, donc on est vraiment dans une guerre politique interne et je rappelle aussi que les démocrates ont relancé juste avant leur départ la semaine prochaine l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël. Mmh. Donc on le comprend là, on est plus finalement dans une guerre économique que dans une guerre, purement politique. Oui, mais la guerre politique existe aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le rôle d'Elon Musk finalement, que l'on voit attaquer d'abord la Grande-Bretagne, avec ce paradoxe que Londres, qui a été pendant très longtemps et qu'il est toujours le principal allié des Américains, est aujourd'hui l'État le plus visé par Oui. la nouvelle équipe. Pourquoi? Parce que depuis 2016, les services britanniques, le MI6 principalement, et les anciens des services britanniques, mais aussi tous les politiques britanniques, ont systématiquement soutenu les démocrates et attaqué Donald Trump. Dans tous les procès qu'il y a eu, il y a eu des inputs de la part des Britanniques qui ont sorti des enquêtes, qui ont fait des témoignages, et ça, Donald Trump ne leur pardonne pas. Il laisse pour l'instant Elon Musk comment dire, attaquer les dirigeants britanniques, à la fois bien sûr Keir Starmer, et c'est lui qui a ressorti l'histoire des gangs pakistanais et des viols en série qui avaient été passés sous silence. Et Elon Musk soutient aussi bien sûr Nigel Farage et son parti Oui. Reform UK pour faire basculer les choses. On voit bien que de toute façon, la stratégie d'Elon Musk, elle est là pour soutenir tous les mouvements conservateurs en Europe, qu'aujourd'hui leur
leurs opposants qualifient d'extrême droite, que ce soit bien sûr en Allemagne, que ce soit, alors on ne le voit pas trop en France aujourd'hui, et puis il attaque aussi tous les dirigeants politiques européistes qui se sont alliés aux démocrates américains pour empêcher l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et donc on est là dans une stratégie qu'on peut comparer d'une certaine façon à ce qu'avait tenté à un moment Steve Bannon sous le premier mandat de Donald Trump. Ouais. Et alors, selon vous, comment les Européens, puisqu'on parle de l'Europe, devraient, et particulièrement les Français, parce qu'il s'agit de la France, devraient réagir à ces incursions politiques d'Elon Musk en particulier? Écoutez, on l'a vu avec les déclarations de Thierry Breton, où ils utilisent aujourd'hui toute une série d'arguments fallacieux en parlant d'ingérence, alors même que les ingérences qu'ils ont commis, eux, en partenariat avec les démocrates américains depuis 4 ans, sont bien sûr extrêmement connus et documentés. Euh, D'une certaine manière, aujourd'hui, nous ne sommes pas en pointe en France contre Donald Trump, donc pour l'instant, je dirais son acrimonie et celle d'Elon Musk ne s'adresse pas trop à nous. Il y a un seul pays qui tire très bien son épingle du jeu aujourd'hui, c'est l'Italie, Oui. avec bien sûr Giorgia Meloni, non seulement sur le plan politique, mais il faut aussi rappeler que les chiffres 2024 sont assez édifiants. L'Italie est devenue quatrième exportateur mondial, et donc ça montre qu'un pays européen qui veut faire un certain nombre d'efforts y parvient, ce qu'on n'est pas aujourd'hui capable de faire en France. Merci beaucoup pour cet éclairage, Éric Domessé. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement, d'intelligence économique et directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci encore. Merci à vous tous sur Talksoft.